Beer basket. Salut à tous, bienvenue à la maison, bienvenue chez The Upset Media. Ce soir, pour m'accompagner, un joli petit duo pour débriefer cette double journée Euroleague. Lucas, comment ça va? Ça va très bien, et vous les gars? Bah écoute, ça va très bien. Et Damien, Non, comment ça va? Moi, ça va pas du tout. Ah bon? Vous Bon, êtes qu'est-ce des- qui, Relou de service. qu'est-ce qui te mine, vous mon êtes- petit? Vous êtes des pourritures communistes. Alors, on va Alors ça y est, revenir on sur se un fait, petit on peu se fait déjà insulter. On va revenir sur ce qui s'est passé pendant les trophées. On me dit, tu mets un joueur par liste, par sujet de vote, et vous avez sorti 75 noms à chaque fois. En plus, je balance des infos, j'aurais pas dû les mettre. Parce que j'ai pas mis de propos avec. J'ai pas pu défendre Canan. Vous avez même pas parlé d'Ataman comme coach, même s'il a pris quelques missiles derrière. On a le père Lucas là qui parle de Maillot, de Clyburn et compagnie, qui vont finir tout jaune en arrivant. Non, Ça fait le malin. Ça fait le malin sur la rien soirée dit des à ce trophées. propos-là. Ça Pour fait écouter, le hein. malin. Amplifon, Audica, là. Et j'ai fait un troll, effectivement, sur Marielle Chalet. Pas 12, pas 15, un seul. Non, c'est pas un troll, arrête. Pas à nous, pas à nous. C'est un troll. Je suis obligé. En fait, c'est devenu un comique de répétition qui est même plus drôle. Mais je le place quand je peux. La prochaine fois, faut être là, c'est tout. Romain, tu coupes ça au montage et puis on ne parle plus. Hein. Oui, mais ça, ils l'ont pas intégré encore que c'était moi qui faisais les montages, donc je choisissais ce qui sortait. Non, ça va. J'ai rattrapé du coup le podcast, c'était cool parce que c'est plein de beau monde. Même si Lucas, Zizi, tout dure toute l'émission, c'est quand même du beau monde, du beau basket. C'est genre des problèmes, moi, et pour rien, c'est grave. Et ça fait plaisir, ça mériterait qu'on élargisse le sujet parce qu'il y a plein de noms qui ont été cités. Et je trouve ça hyper intéressant, dommage de ne pas avoir été là. J'aurais rattrapé au rebond certaines déclats. Non, c'est pas grave, ça va. Je me rattraperai sur une autre émission. Bon, comme vous le voyez avec cette petite intro made in Detroit Pistons, casse-couille, etc. C'est ça, j'ai même pas dit, je rate le match à cause de l'enregistrement. Le groupe vit bien, en tout cas, chez nous. On vous remercie d'ailleurs de nous suivre de plus en plus sur Twitter. Voilà, ça me permet de vous dire ça. Merci de nous suivre de plus en plus. Et je vous invite, avant qu'on attaque les sujets importants de cette semaine, à nous suivre aussi sur YouTube, faire monter les abonnés et nous faire vos retours comme d'habitude. Au programme, comme on l'a dit, la double semaine qui vient de se dérouler, assez riche en rebondissements, mais il y a eu quand même des infos sur lesquelles on va rebondir. On va attaquer tout de suite avec ce petit mouvement qui va intéresser ou pas Lucas. Anthony Polite s'en va de l'Asvel. Il a signé jusqu'à la fin de saison à Hambourg, qui dispute l'Eurocup. Ça laisse de la place dans l'effectif de l'Asvel. Dans le même temps, on entend des rumeurs vers une arrivée de Dibost en provenance de Galatasaray. Réaction après ce petit mouvement, pas forcément d'impact directement? Non, quitte à se séparer des joueurs de l'effectif, autant prendre celui qui n'a pas été utilisé. Puis dans le soi, enfin, autant qu'il aille s'épanouir ailleurs, il y a pas trop à discuter là-dessus. J'espère qu'il aura des minutes, qui sera un petit peu considéré dans la rotation à Hambourg. Et pour le cas d'Ibost, c'est pas forcément la recrue dont je trouve que l'Asvel a besoin à l'instant T. Et je trouve qu'on en a fait beaucoup sur les réseaux à parler d'expérience, etc. Mais il y a deux points quand même qui me chagrinent un peu, c'est que il commence à se faire un petit peu vieux, le père d'Ibos, même s'il est référencé. Et il est pas aussi référencé qu'on veut l'imaginer dans les compétitions européennes. C'est clair. Il brille souvent, alors dans les stats j'avais vérifié, mais il a beaucoup brillé en BCL, un peu aussi en Eurocup, mais jamais vraiment en Euroleague. Est-ce que ça peut poser problème ça, Damien? Je pense que briller en Euroleague pour l'Asvel, ça va être compliqué anyway. Et dans le projet Asvel, je suis pas sûr qu'il ait un intérêt à ne serait-ce qu'à moyen terme en fait. Oui, sur cette année, oui, si c'est pour aller choper le titre en championnat de France, oui, pourquoi pas. Ça fera pas de mal. Maintenant, pour l'Euroleague, pas
pas d'intérêt, avec tout le respect que j'ai pour les 4 ou 5 années qu'il a fait à Monaco, et pour son parcours, je suis pas sûr qu'en Europe, en Euroleague, ça sert pas à grand-chose. Il a Je 34 ans, je crois. Oui, il est dans la trentaine. Je vais juste vite vous confirmer ça, mais oui, il me semble qu'il est déjà dans un âge assez Avancé. avancé pour un sportif. Voilà, pour un sportif, il a 33 ans. Ouais, il a 33 ans. Donc oui. Je vais vous poser une petite question. Vous me répondez par oui ou par non. On parlait de Dibost avant le départ de Polite. Maintenant, ça libère une autre place dans l'effectif. Vous pensez qu'il va y avoir une autre recrue ou c'est forcément Dibost? Donc oui, non, une autre recrue. Moi, je préférais une autre recrue d'un point de vue, on va dire, fan extérieur, parce que je pense que c'est vraiment pas le poste sur lequel il y a besoin. Et puis, ça se voit énormément, même si Monsieur TJ Parquet aime beaucoup les small balls. Un grand, ça fait quand même pas de mal. J'ai du mal à avoir un nom qui me vient clairement en tête, mais on sait que ça va être une période où il y a des mouvements, donc pourquoi pas viser autre chose quand même. Le monsieur, il a dit oui ou non. Ouais, Tu mais il couperas paraît au que ma question montage, était au mal revoir. posée, donc Tu couperas au montage une fois de plus. Non pour moi. Je pense pas qu'il y aura d'autres choses au Eh, niveau de l'ASVEL. stop, non, non. Voilà. Mais je déborde. En fait, vous faites que ça. À chaque fois, je me fais avoir. Je suis trop sympa, je suis trop carré, en fait, et je me fais avoir à chaque fois. Un non. Ah non, 15, c'est bien. 15, c'est bien. Ah, j'ai hésité à mettre lui, sa mère, lui aussi. Ah, sa sœur. La mère, c'est Romu, c'est pas nous, hein. Donc, non, je ne pense pas qu'il y aura d'autres recrues. De toute façon, toutes les recrues phares, les joueurs qui sortent de nulle part, ils sont annoncés à droite à gauche, sauf à l'ASVEL. Je pense que tu disais vrai dans le podcast, Lucas, tu vois, je vais être dans ton sens, sur l'importance de garder quelqu'un comme Obaswan et de faire l'effort sur lui, quitte à cracher des sous, autant les cracher sur des joueurs qui vont tenir, qui pourraient tenir la baraque l'année prochaine, ou en tout cas des joueurs sur lesquels on peut s'appuyer. Donc non, à quoi ça sert pour que TJ fasse n'importe quoi derrière? très bien. Tu peux insérer le gif d'Omar Sy qui dit « Pourquoi faire ?» Voilà, c'est tout. Franchement, il est divin. Une équipe qui aurait dû être une concurrente directe à l'Asvel, mais qui a l'air d'être meilleure, c'est Valence. Valence qui, elle, réagit après de nombreuses blessures dans son effectif, avec la potentielle arrivée de Shannon Evans. Voilà, un nom qui circule déjà depuis un petit moment. On l'avait vu passer du côté du Real. On en a reparlé récemment dans un des podcasts pour sauver le Pana. Et bien du coup, il pourrait arriver du côté de Valence. Bonne ou mauvaise signature, enfin surtout bonne ou mauvaise idée. Oui, non. Voilà, plus personne veut répondre, hein, du coup. La censure, voilà, c'est bon. Allez, Damien, vas-y, Il je lance. faut voir les indisponibilités, mais je sais plus, il y avait genou pour Harper, genou pour c'était qui? C'était Rivero. Claver, je crois. Rivero. Là, ça serait Après, pour remplacer peut-être. Harper, du coup, vu le poste. Ouais. Et puis oui, numériquement, c'est toujours bon à prendre. Après, vu le collectif qu'a aujourd'hui la Valence là, j'espère qu'il va réussir à s'intégrer rapido parce que les gars, on voit du lourd, du très très lourd sans quasiment 4 joueurs du starting five. Donc il va falloir qu'il s'intègre très très vite pour pas casser la dynamique de Valence. Pigiste médical, à voir combien de temps il va rester, mais là, il a fait un bon dernier match, donc pourquoi pas. Pareil, aussi référencé, de toute façon, là, on est vraiment sur ce genre de profil, un peu pas le fond racler le fond de la marmite, mais un peu dans cette idée-là. À voir si c'est sur les 4 semaines d'absence et que Jared Harper revient rapidement derrière. Bon, ça peut faire tenir la baraque, et je suis d'accord avec ce qu'a dit Damien. Mumbrou a ouvert l'effectif, et là, tout le monde l'a bien rendu. Le jeune Maria, il se débrouille bien. On a fait Rando qui a fait un très bon match contre l'équipe de Lyon-Villeurbanne, enfin, sur les 20 minutes où ils ont décidé de jouer, mais ouais, Ok. Une autre potentielle arrivée, cette fois-ci du côté du Maccabi, avec un Américain de plus. Eric Pascal, qu'on connaît de NBA, pourrait renforcer l'équipe d'Odette Katash. Ça avait pas l'air de vous emballer quand on en a discuté. pas au Vas-y, Maccabi. Lucas. C'est ça. Ouais, on s'arrête là, pas au Maccabi, pour Oh non, pas Bah, plus d'analyse. c'est triste quand même de se dire que ouais, il a pas d'autre possibilité que le Maccabi en fait. C'est pour que ça tourne encore
en bordel, comme on l'a eu l'année dernière, à peu près à la même période, à mi-saison, où il y avait un énorme clivage, les Ricains d'un côté et le reste du monde. Je trouve ça un peu dommage. Je sais pas ce qu'ils font de toute façon dans leur effectif. On sait que Darren Hilliard il joue plus. Austin Hollins il pointe sa tête de temps en temps. Donc déjà ça fait 2 Américains qui jouent à peine. Austin Hollins c'est à peine 10 minutes de temps de jeu. Et dans la raquette ça va s'empiler parce que t'as Martin, Sorkin, Colson, Poitres, Nebo. Et Colson, tu pouvais le mettre dans la liste des mecs qui voyaient pas le jour non plus, à part justement cette double journée où il a fait une des bonnes perfs. Et le début de saison. Voilà, il y avait pas grand chose. Donc pas au Maccabi, mais je suis persuadé que Pascal peut faire une bonne carrière en Europe, en Euroleague, parce que c'est un jeune avec du jus qui apportait beaucoup d'énergie. J'ai bien aimé son année rookie aux Warriors, et puis après C'est clair. c'est un peu perdu à Utah, mais Et puis tu vois, genre il est passé par l'Olympia, Minnesota aussi. ouais, il s'est perdu complètement après. Mais l'Olympia, je pense qu'ils en auraient bien eu besoin, tu vois. Ah, mais l'Olympia, ils sont sur un autre dossier. On vous invite à revoir la vidéo. Ils sont sur Kemba Walker. Alors, on imagine dans cette vidéo comment pourrait fitter Walker. On n'a pas plus d'infos que le reste du monde sur la venue de Kemba à Milan. Mais pour Kemba Walker, on vous invite à revoir notre vidéo. Dernière petite info, c'est celle qui nous vient, on va rester du côté d'Israël, avec Pablo Lasso, qui aurait été approché par la fédération pour reprendre l'équipe nationale. Moi, je vais le dire, clairement pas emballé. Zizou, il va pas entraîner le Brésil, d'accord? Je vous le dis direct, c'est mort. On va pas envoyer Pablo Lasso en Israël. Vous rigolez ou quoi, les gars? Ça se fait pas. On peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Ce monument du basket européen peut pas aller coacher l'Israël avec tout le respect que j'ai pour eux. Ils ont pas voulu m'envoyer le maillot de Nunali, donc je suis un peu fâché. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Et non, ça, très sérieusement, moi, je suis pas d'accord. Pour ce que mon avis vaut, je suis pas d'accord. Vous pensez pas que Yam Madar avec Pablo Lasso, hey, ça devient une superstar? Hey. Non, d'accord. Ouais, de toute façon, c'est ce que j'en pense aussi. Regarde comment Lucas est pas content, il est tout rouge. Oh non, pas ça, s'il vous plaît, tout, mais pas ça. On vient de faire une doublette Maccabi. Non. Alors, l'idée de voir Lasso coacher Denis Avdia, oui, mais Denis vient au Real. Voilà. Parce que Pablo Lasso est toujours le coach du Real Madrid. Je m'en fous, je ne veux pas savoir. Je ne connais pas ce Gérard Jugnot, Matteo Mathieu. Non. Oh, Ça t'es suffit les méchant. conneries. Ça suffit les conneries. Il faut arrêter un peu. Bon, très bien. Je vois que les dernières nouvelles vous font grave plaisir. On va C'est la passer fête. sur la double semaine Euroleague que l'on vient de passer. On a regardé pas mal de matchs, évidemment. Et puisque on est en train de parler du monument, qui est le Real Madrid coaché par Chus Mateo, quoi que Lucas en dise, c'est une des seules équipes qui a gagné ses 2 matchs cette semaine. Est-ce que quelqu'un en a vu un match du Real? Ouais, Lucas? Bah vas-y, Moi, vous avez balance. un très joli maillot. On va parler de la feuille de match de ton match Je t'en prie, du dimanche c'est un aussi. message subliminal, fais pas attention. Oh, ce maillot lavande dégueulasse là. Là, j'ai maté du coup le match contre l'Alba et je crois que Romain, tu l'as regardé aussi. Ouais. Puisque tu as fait le live tweet sur @theupset_media sur Twitter. Et bon démarrage de Mario Hezonja pour une fois qu'on le voit un peu incisif, à brut pour point, j'ai envie de dire. C'était sympa. On voit quand même c'est la qualité d'un effectif, c'est-à-dire que t'as un coup c'est Moussa qui s'y met, t'as Tavares, je crois que t'as avoir 7 joueurs à 8 points ou plus. J'ai plus la feuille de match en tête, mais voilà, j'aurais aimé un peu plus que le match soit un peu plus tenu quand même sur le score. Ça se ressent pas forcément, mais je trouve que sur le parquet, on sentait que Madrid avait juste besoin d'accélérer, de se remettre un peu à jouer sérieusement 3 minutes et c'était plié. Alors qu'on sait que bon, on est amateur des grands jeux collectifs et je pensais que pourquoi pas Berlin pouvait tirer son épingle du jeu, une double journée comme ça, en laisser un passer, qui sait.
Et puis on a vu Jalen Smith qui s'est bien fait plaisir, alors qu'il était dans les rumeurs potentielles d'arriver à Madrid. Il voulait peut-être montrer à son futur employeur qu'il savait jouer au basketball. Oui, c'est clair. Belle dynamique pour Jalen Smith qui finit avec 22 points. Et il y a, du coup, pour compléter ce que tu es en train de dire, il y a effectivement 10 joueurs avec au minimum 5 points de marqué du côté du Real Madrid. Le meilleur étant Zanan Moussa avec 15 17 points. 15, ok. Ouais, 15. Et après, c'est Ezonia 11 et Fabien Causeur Walter, il met 11. 20. Non, Walter Ah non, pardon, Tavares, c'est il Reval. fait, C'est Reval, pardon. il fait 6 C'est points, 6, ouais. 11 rebonds et 4 contre pour l'éternel et ce diable de Cap-Verdien, comme ils aiment le dire. Moi, ce que j'en retiens de ce match, surtout, c'est au moment où ils ont accéléré, justement, cette relation naissante entre Moussa et Tavares, où on a vu tous les systèmes qui finissaient forcément par une balle à Moussa, pick and roll avec Tavares. Derrière, se passait ce qui se passait. Soit il allait finir, soit il arrivait à trouver soit Tavares, soit les copains dans les corners. Et j'ai trouvé que là, ils étaient en train de construire ça dans cet effectif du Real. C'était une des questions qu'on s'était posées en début d'année. Qui allait être à la création? Moussa le fait très bien. Et là, en plus, il a Tavares comme cible prioritaire. Et j'adore cette connexion. Je vais regarder ça attentivement sur la suite, On mais je en trouve avait cette parlé connexion déjà. intéressante. On en avait déjà parlé, ouais. Et, ça se voit de plus en plus, et c'est une bonne base pour l'avenir. Hein. Ah bah clairement, clairement. Et Moussa, pareil, on savait pas trop à quoi s'attendre cette année. Il est clairement en train d'enfiler une cape de leader qui lui va plutôt pas mal. C'est Euh, clair. Walter Tavares, donc, finit avec 20 dévals. Il avait fini MVP de la J18 avec son 35 dévals, 17 points, 12 rebonds, 3 passes et déjà 4 contre. Donc là, on peut aussi faire un pont avec les trophées. Celui de défenseur de l'année, il va aussi encore se positionner là. Mais belle semaine pour le Real Madrid. Ouais. L'Olympiakos a eu une semaine un peu contrastée. D'abord une défaite à Monaco, puis une victoire en ramant et avec un petit coup de pouce des officiels du côté de la Virtus. Damien, rapidement, fais-nous le débrief de ce match-là de Olympiakos Virtus où les arbitres malheureusement se sont un peu trop distingués. Ouais, c'est un peu dommage parce que du coup, il y a Milos qui sort pour deuxième technique. En même temps, il la cherche. Il râle, il a des grands gestes, il tape dans le ballon et dans les pubs de ligne de fond. Donc, ça plaît pas, ça saute. Chaque coach a eu le droit à sa technique. De mémoire, il y a eu 4 ou 5 techniques sur ce match-là. Euh, et c'est voler, c'est un grand mot parce qu'au final, c'est vraiment Makisic et ses collègues qui se sont rendus la tâche compliquée. Mais sur le dernier fait de jeu, c'est un peu comme Mirotic, c'est-à-dire que la faute, il y a un rebond, une chandelle qui va la chercher. C'est Semi qui va la chercher au rebond. Il y a une faute qui est sifflée alors que il saute. Alors certes, il y a un contact, mais il va la chercher très très haut et il cherche le ballon. Il regarde absolument pas le joueur à côté. Dessus, il y a une technique. Dessus, ils mettent 2 points de plus. Je sais plus qui tire et ça fait plus 5 et ils n'arrivent pas à revenir à la fin du match. Il manque sur un fait de jeu, sur un ballon qui est volleyé. Je sais même plus qui fait ça non plus. Bref, compliqué pour la Virtus ils ont mis une mi-temps pour aller pour hausser le rythme, pour vraiment mettre à mal l'Olympiakos. Olympiakos s'est endormi puis a repris dans le troisième quart. C'était quoi? Tac tac. Chercher le stat pour la box score en troisième quart. Qu'est-ce qu'ils ont fait? 21-15, 20-16. Ça a été dur pour la Virtus qui met pourtant 30-22 sur le quatrième quart. Match hyper cool à voir, avec un Olympiakos qui déroule pas complètement, pas comme d'habitude, même si on a Vesenkov qui finit avec un énorme double-double, Makisic pareil, 21 points aussi. Ils ont eu peur, mais au final, c'est pas illogique non plus. Ok, donc une victoire, voilà, comme vous l'a résumé Damien, un peu à l'arraché. La défaite sur le Rocher a été plus stratégique. Je ne sais pas si vous l'avez vu le match.
Ouais, je trouve que Obradovic a très bien cerné l'Olympiakos et les a bien dérangés. Ils ont vite effacé Mustapha Fall en lui rentrant dans le lard, en l'empêchant de faire ce qu'il voulait. Du coup, ça y est, j'ai perdu son nom. Bartzokas l'a complètement oublié en fin de match. Il l'a pas forcément fait rentrer. Ils ont déréglé le collectif de l'Olympiakos pour s'imposer finalement avec beaucoup de cœur. Malgré tout, l'Olympiakos tient le rythme et reste le dauphin du Real en, au classement avec 12 victoires et 7 défaites. Est-ce que vous pensez qu'ils vont tenir le rythme comme ça? Je vois pas pourquoi ils ne pourraient pas tenir le rythme. On parle bien de l'Olympiakos, hein. Oui, oui, bien sûr. C'est une super mécanique bien huilée dont on a vanté tous les mérites la semaine dernière. Moi, je voulais juste noter quand même que c'est la deuxième fois que Vezenkov passe à côté de son match face à Monaco, parce qu'il termine avec 4 points et 8 rebonds pour, je crois, 21 minutes de jeu, un truc comme ça. Et c'est bien, ça met un peu de peps. Il y a eu beaucoup trop de storytelling sur la série l'année dernière Monaco-Olympiakos, aussi belle fut-elle. Et là, on commence à nous vendre une rivalité, mais bon, tant qu'à faire Monaco bête noire de l'Olympiakos, on veut les voir en post-season, du coup, il n'y a pas de souci. Bon, on re-signe pour une série en 5 matchs. Hein. Moi, ça me dérange pas du tout. Ouais. Après, sur ce match-là, Obradovic devait se rattraper de la boulette, entre guillemets, de lui embrassant le parquet de Zvezda. Je pense qu'il a dû mettre la pression pour aller chercher une victoire directe derrière et une victoire contre l'Olympiakos pour que ça passe un peu sur le côté. Non, mais t'as inversé les matchs. Ouais, Zvezda, c'est après. Zvezda, c'est après. C'est Ah oui, c'est la après. 19e journée, ouais. Mais d'ailleurs, pour placer une réflexion sur ce que Obradovic a fait, je sais pas si vous avez vu, Monaco a communiqué là-dessus. Ils lui ont fait faire Oui. une vidéo où le mec est obligé de Hyper long. s'excuser, d'expliquer son geste. Je Pour trouve moi, ça, c'est inutile au possible. C'est ne pas connaître le basket, l'histoire du basket européen et ne pas c'est de l'argent respecter. et c'est contractuel, hein. Enfin, je sais pas. C'est Puis débile au possible. remettre en cause le dévouement du coach qui fait de bonnes choses avec Monaco depuis son arrivée. Un C'est un peu bizarre. un petit blâme gratos parce que ça n'a pas plu dans les hautes strates de la direction, mais honnêtement, bon, voilà, comme t'as dit, Romain, une preuve qu'il n'y a pas de suivi historique du basket, quoi. Ah, moi, ça m'a. Et pourtant, pour le coup, alors là, voilà, encore une fois, je vais me mettre du côté de Zvezda, mais clairement, c'est ridicule. Hein. De lui demander ça, je trouve ça ridicule. Il devrait être content d'avoir un coach dévoué, pour le coup. C'est ça, et c'est un manque de respect total. C'est un manque de respect total. Alors après, ils l'ont mauvaise parce qu'ils se sont fait défoncer par Zvezda. Mais en ce moment, ça arrive que Zvezda mette des roustes à tout le monde. Mais lui reprocher ce geste, je trouve ça nul. Mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Tu leur laisses faire l'analyse. Ouais, voilà, c'est ça. Bah tiens, tu as parlé un peu vite. On va faire l'analyse d'une équipe en grande difficulté. L'Asvel, qui dans cette double journée s'est incliné 2 fois de moins de 10 points. On va essayer de trouver un petit peu de positif. Mais malgré tout, ces 2 défaites l'envoient à la dernière place du classement. Ça y est, c'est acté. Donc l'Asvel dernier, des matchs. Alors on avait l'impression que Barcelone, c'était un bon match. L'Asvel, ça a l'air d'être catastrophique. Messieurs, enfin surtout Lucas qui a l'air d'avoir vu les deux. Qu'est-ce que tu en as pensé? Mais évidemment que j'ai vu les deux, je suis un peu maso sur les bords. Non, mais j'ai appelé Tony, mon cher ami Tony. Je lui ai dit, bon, écoute, regarde, frère, l'Olympia Milano, c'est dégueulasse. Wesh. Viens, on passe dernier. On fait une petite fleur, on les remet un peu en haut du classement. Non, bon, un peu de sérieux, c'est la même rengaine. L'Asvel est incapable de tenir sur 40 minutes, court après le score, des trous d'air en défense. Du coup, tu te mets toi-même dans une situation compliquée, tu redoubles, tu triples d'efforts, tout se passe bien, et à chaque fois, tu te fais, excusez-moi, mais tu te fais niquer sur les 3 dernières minutes. C'est-à-dire que Barcelone, c'est Corey Higgins et Alex Abrines qui se secouent en fin de match pour gagner. Et Valence, bis repetita, c'est Radebo et James Webb qui te mettent 3 points à la suite et les bras ballants à nouveau et on sait plus quoi faire. Alors ça devient long, ça devient compliqué, tout le monde râle, 5e défaite consécutive en Euroleague.
ça commence à picoter. Je veux bien qu'on discute un peu des absences. De Colo Lighty n'était pas là. T'arrives quand même à faire du bon boulot avec Fall. Jonah Matthews qui se sort bien sur le match face à Barcelone. Mais voilà, comme tu le vois, à un moment, Barcelone laisse champ ouvert et maîtrise les dernières minutes. On a eu le même scénario avec FS. Et t'as l'impression que c'est la bonne poire, en fait. C'est-à-dire, ouais, bon, on va serrer sur les 5 dernières minutes et puis ça passera. Je viens de regarder sur les 19 journées, 8 matchs de l'Asvel sont À moins de 5 perdus points. avec moins de 10 points. Mmh. Je suis pas rentré dans l'ultra détail, mais est-ce que on peut essayer d'en tirer du positif ou essayer d'y voir quelque chose de, voilà, pour avancer et se dire que si tu arrives à tenir tes matchs pendant 40 minutes, comme l'a dit TJ Parker, le bilan est différent. Non, mais l'excuse de TJ, elle est abusée. Dire qu'ils sont pas capables de tenir sur le quatrième carton, en tout cas, ils ont pas réussi à aller jusqu'au bout du match au niveau de l'intensité et tout. Ça, c'est un truc qui marche quand nous on joue en départ. Arrêtez, les gars. Les gars sont des professionnels, il y a une préparation physique, etc., etc. Dire ça, ça revient à dire que lui, il est pas capable de mettre son groupe dans un état de forme suffisant pour assurer sur un match. C'est de l'Euroleague. En plus, ils sont dans la licence. Il y a un moment, faut arrêter de déconner. Oui, il y a des blessures. Oui, mais là, Valence, ils ont loué, ils ont mis Lucas 4 Maris, gars, il manquait. c'est son premier game Euroleague, il a envoyé du brin dur et il manquait 4 titulaires. Et ils ont tapé, on en parlera peut-être après, ils tapent la Toulouse sans problème, à l'intensité. Et c'était pas un client, enfin c'était un autre client. Là, c'est abusé de dire ça. Il peut pas. Et c'est lui. En plus, le pire, ce qui me choque le plus, c'est que ça le remet lui en question sur ses capacités à monter ce groupe-là et en faire un groupe compétitif. Au niveau responsabilité, on sait que ça jette l'éponge très rapidement. Il y a pas de constance, il y a pas de logique. Le match face à Barcelone, Fall déroule, tout se passe bien. Valence, si tu fais ton scouting report, tu vois que l'équipe est décimée. Tu vois que Dubljevic, quand même, il prend très vite le jus. Tu démarres Fall, je crois, il met 8 points, 5 rebonds sur le premier quart-temps. Et on le voit plus derrière. Retino Bassin, il a fallu qu'on passe la mi-temps pour qu'il rentre en jeu. Et bizarrement, une fois qu'il est là, tout se passe bien. Alors oui, la line-up avec Yves Ponce, c'était très intéressant, mais attends, t'as le plus grand joueur t'as le plus grand joueur des deux équipes réunies. Il commence super bien son match. T'es pas foutu de le laisser. T'es pas foutu de t'adapter et mettre des gars autour pour continuer à garder un 5 majeur qui tienne la route quoi qu'il arrive, à tenir la cadence de balance. Alors quand même, on a des joueurs qui sont plus que capables de défendre. Moi, j'ai vu des mecs bras ballants qui regardaient la balle passer comme ça, comme un match de tennis. Ça passait d'un côté à un autre, s'en foutait un petit peu. Je crois qu'avant le milieu du troisième quart-temps, il y a 1 ou 2 paniers à 3 points rentrés. Donc évidemment, quand t'es pas en réussite, bah, tu prends l'eau vite fait, mais il faut s'adapter aussi. Là, puis attends, t'as 2 colos qui revient, Dio fait un bon match, KUD super, mais où sont les autres? Franchement, c'est plus que bancal. C'est plus que bancal. Et bon, si on en veut mon avis, le coach en présence ne devrait plus être là depuis déjà 1 an et demi, 2 ans, et puis ça va bien, les excuses de ouais, bon, bah, il a tenté ça a pas marché. Non, ça va, c'est bon. À un moment, tu te fais littéralement avoir à chaque fois. Je sais pas, faut avoir un peu de couilles à un moment où, Est-ce que bien. est-ce que TJ Parker est le problème parce que ce n'est pas un bon coach basket ou c'est un problème de Mauvais leader d'homme. management? Ouais. Est-ce que c'est pas plus ça? Parce que finalement, sur le terrain, il est capable de proposer des choses, mais par contre, moi, en plus, qui ai vu l'Asvel cette année en Betclic Elite du côté de Limoges, j'ai l'impression que les rotations sont préparées à l'avance, qu'il n'y a pas d'adaptation à ce niveau-là, qu'il n'arrive pas à tirer le meilleur d'un joueur qui pourrait être potentiellement en feu ou en confiance. Moi, j'ai plus l'impression que c'est sur ce côté, sur le côté management, plus que sur le côté basket. Il y a Moi, il un me rappelle. souci sur les Ouais. rotations, pardon Lucas. Non, vas-y, Parce vas-y. que je regardais, j'avais pas vu tous les détails des stats. Tu peux pas avoir KUD, meilleur rebondeur, meilleur shooter à 3 points.
C'est pas possible. Avec tout le respect que j'ai pour lui, il a 37, 36 ou 37. 35, 36. Il est de 86. Il est de 86. Bref, on s'en fout. Ça peut pas être lui avec Fall, avec Amina Noah, même si Noah, pardon, qui rend pas mal de services à l'intérieur. Puis il y a un souci, il y a un vrai souci sur les rotations, sur qui va devoir. J'adore Kayudi, je ne dis pas le contraire, sauf que ça peut pas être un gars de 37 ans qui assure autant de responsabilités pour l'Asvel sur un match comme ça. Valence, ils ont cravaché 2 jours avant contre l'Anadolu pour se les taper déjà pareil avec le même effectif. C'est parti en prolongation, non? Non, il n'y a pas eu de prolongation. Non, mais ça aurait pu, mais ça a été hyper accroché. Et puis ils ont envoyé Dubrin pour éviter le retour de l'Anadolu sur ce game-là. C'est pas, non seulement ils sont décimés, mais je pense qu'ils ont une canne un peu lourde sur ce game-là. C'est pas normal. Tu peux pas avoir Fall qui défonce pas tout le monde. Et d'autant plus que tu as deux colos qui étaient reposés. Oui. L'utilisation de Fall, moi, je la trouve intéressante, mais à un moment, il en abuse. Et on sait que la balle, elle va arriver. Ils vont envoyer une balle hyper haute dans la raquette, histoire de dire, allez, mon grand, débrouille-toi. Mais c'est pas impressionnant. De Colo, alors on peut dire qu'il est dans un âge, voilà, qui vieillit, etc. Mais pareil, j'ai pas la sensation qu'il soit mis dans les conditions idéales pour pouvoir s'exprimer. Et tu le dis, Kayudi, il est utilisé d'une certaine façon. Moi, j'ai l'impression que le rôle que Kayudi a, c'est-à-dire avoir des tickets shoot, etc., c'est ce qui devrait revenir à Jonah Matthews, en fait. Ah oui. Mais lui, je sais pas si c'est un manque de confiance ou si on lui donne pas les clés, mais il a pas l'impact qu'on pouvait prétendre en pré-saison quand Corentin nous ramenait les images là du tournoi à Paris, où le mec avait l'air d'être bouillant au possible et j'avais dit il a un truc à la Kevin Punter, c'est-à-dire offensif au possible, mais un vrai bel attaquant. Et là, je le vois plus, quoi. Le souci, moi, je vais faire un parallèle avec la NBA, c'est Billy Donovan à OKC. C'est-à-dire que le mec, il avait son 5 majeur et il sortait les 5 mecs d'un coup. Tu peux pas faire ça. Non, Et mais tu t'appelles Popovic, quoi. C'est la même chose avec l'Asvel dans cette idée, comme tu as dit, de préparation. C'est-à-dire que, bon, alors, ce soir, attends, faut défendre, il y a des gros gars en face. Bon, on va mettre tous les gros musculeux pour bien. Et puis, tu te retrouves avec un match, il y a du Cartwright, on a vu du bon truc, il l'a posé 5 minutes, ça se passait plutôt bien. Il se battait, il allait prendre les rebonds, il se faufile un peu de partout, et puis il disparaît. Et puis, t'as Antoine Dio qui met 10 points dans le match, meilleure marque au scoring, et puis on le voit plus. Et moi, je suis désolé, Nando De Colo aussi, il va falloir qu'on en parle un moment. Je veux bien que l'équipe soit bancale, mais je pense qu'il y a eu une conversation. Tu sais pourquoi tu as été recruté. Tu connais le calibre de la personne. Je pense qu'il est nettement plus en forme qu'un Kostas Loukas, on va pas se mentir. Et moi, je recrute Nando De Colo, j'en attends pas du Kostas Loukas, j'en attends pas. Bon bah voilà, on lui fait jouer que les dernières minutes sur les 10 dernières minutes sur le 4e carton. Et en fait, il y a pas de vocal non plus. Et je pense, comme tu l'as dit, Romain, pour revenir sur tes propos rapidement, je pense que le génie tactique qui n'existe pas, mais qui s'est bien amélioré sur les dernières années, oui, d'accord, ça va. Il n'y a pas de meneur d'homme. Je pense qu'il y a un dialogue qui ne passe absolument pas. Et tu les vois, les mecs partent sur le banc s'asseoir. Il n'y a pas de, il y a aucune vibe. Il y a pas de suivi. J'ai pas l'impression qu'il y ait une grande conversation, que ça se fasse pas vraiment entendre. Donc à un moment, il faut s'adapter. Si les mecs se sentent pas représentés ou écoutés, ou il n'y a pas de communication, il faut peut-être chercher quelqu'un qui va être dans un basket très traditionnel, mais qui sera capable de pousser des gueulantes à la Jelko Obradovic. Ou alors peut-être, voilà, prends un coach de rugby qui met des grandes tartes, et voilà. Tu veux le retour de Mitrovic, toi? C'est ça? Non. Pas des masses. Mais bon, moi j'en connais un mec qui est à la JL Bourg-en-Bresse. Bon, voilà. Hein. Là, on a un bon communicant, un mec un peu, on va dire, qui a une image un peu brute de décoffrage, mais qui sait se faire entendre. Et qui sait se le faire message voir passe. quand il passe à Limoges, ça aussi. Avec Tu peux des le gros dire, doigts. Oui.
Très bien, donc l'Asvel, ça va mal. On va peut-être en discuter dans une prochaine émission. Il y a peut-être un petit truc à faire avec un concept sympa. Avec On pourrait, mon général manager. on pourrait peut-être s'attaquer au cas Asvel. Ça pourrait être un truc bien sympa à faire. Ouais, ça peut, de toute façon, on risque d'en parler parce que là, le programme pour eux. Ils prennent Fener en France, le Partizan qui est ultra chaud, la Virtus qui est pas trop mal et qui devrait les exploser. Derrière Monaco, l'Anadolu, bah, en même temps, de toute façon, ils sont en bas du classement, donc forcément, c'est Mais plus facile. tu sais qu'en plus, sur cette série note, tu sais qu'ils vont en prendre un ou deux. Parce que c'est tellement n'importe nawak qu'ils sont capables ils ont ce truc de taper les gros. C'est ça qui est Damien, encore plus rageant, en Damien. fait. Mais oui, Moi, je dis la Virtus. Voilà. oui, on a dit gros. Et Mais bon. le Non, Partizan, c'est- si Yam Madar joue 35 minutes. Mais bon, c'est un autre C'est débat. c'est le plus évident, c'est le plus évident presque. Monaco, peut-être, s'ils les prennent de haut un petit peu. Ou ils Le vont prendre la Partizan, Anadolu, parce que- c'est où? C'est à la Stark ou? Ouais, à Stack Arena. Oui, Bon allez, courage. hop là. C'est terminé. Les équipes adverses, leur scouting report, c'est attendez. Il y a vraiment marqué t'attends. Laisse les faire, reste au contact. Et on l'a vu, tu vois, tu parlais de Fall, il fait, je crois, 20-21 points, mais on est à 20-21 points au milieu, fin du troisième quart-temps. Et derrière, clôturé, merci. On voit Higgins qui saute parce qu'il sait très bien qu'on va lui faire ils vont aller le servir. Il saute, il chipe la balle. On a Yokubaitis qui s'amuse aussi à faufiler partout. C'est prévisible au possible. Ah, Alors mais ça, c'est pourtant- clair. Alors pourtant, moi, comme on en a discuté à la preview, je trouve qu'il y avait moyen tu peux présenter des line-up différentes, t'adapter aux besoins. Mais moi, je ne vois pas ça pour l'instant. Eh bien, écoutez, on va subir cette Allez, fin de saison, enfin, on surtout change de toi, match. Lucas. Et on va aller vers une équipe qui va un peu mieux. J'allais vous proposer Milan, mais bon, on va peut-être s'arrêter là. Le Fenerbahçe, qui suit aussi le rythme avec deux victoires plutôt convaincantes. Il y a eu le Bayern, où un certain Jonathan Motley a montré tout l'étendue de son talent. MVP de la J19 du coup contre le Bayern, 22 points, 17 rebonds, 38 d'évaluation pour l'ancien joueur NBA, qui cartonne. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, Lucas, de ce match? Je ne l'ai pas encore vu, Tu l'as pas, malheureusement. t'avais eu le temps de le rattraper? Non, comme dirait Romu, Sopalin, voilà, Jonathan Karim Abdul Motley, mais ouais, j'ai très très hâte de le revoir. Donc voilà, je vous laisse en parler si vous l'avez visionné. Alors, moi, j'étais en cours de visionnage aujourd'hui. Je suis arrivé à la mi-temps et globalement, ce qui est impressionnant, c'est déjà, c'est qu'une fois que le Fener est au complet, c'est terrifiant pour l'équipe adverse. Mais c'est surtout ce trio Calates, Wilbekin, Motley. Là, c'était eux. Dans le début de match avec Devin Booker et Ice Davis dans le 5. Tout le début de match, c'est pas une action à plus de 10 secondes de possession. Et c'est le trio là, magique, qui, par des systèmes bien amenés, et notamment par le fameux pick and roll à l'espagnol, avec le pic de l'intérieur qui lui-même est piqué par un petit, et après soit on trouve l'intérieur, soit ça ressort sur le joueur extérieur. Et c'est les trois là qui envoient sévère tout le début de match à pleine vitesse, et ça cartonne le Bayern d'entrée. Alors après, le Bayern s'accroche sur les rotations du Fener, mais c'est impressionnant sur ces pics espagnols là, enfin ou à l'espagnol, je sais pas trop comment il faut le dire, mais le trio. Arrête avec le mot espagnol, tu sais qu'on n'aime pas ça. Là, mais ouais, c'était très très impressionnant de la part du Fenerbahçe. Carson Edwards est dans un match où il arrive à rentrer 3 tirs à 3 points quasiment coup sur coup en deuxième quart-temps, donc ça permet aussi de garder de l'écart. Mais alors le Fenerbahçe, vraiment ça m'a impressionné. Et on se dit que derrière, t'envoies du Ice Davis qui est capable de prendre le jeu à son compte, du Carson Edwards, il y a Bjelica qui est toujours pas là, et quoi qu'il arrive sur les rotations, on arrive à trouver les intérieurs. Donc même Antetokounmpo arrive à trouver sa place et à faire des choses. Donc c'est vrai. Non mais oui, mais parce que ils l'ont pris, ils savaient ce qu'ils allaient en faire.
du pic, lui trouver de l'espace dans la raquette pour qu'il colle des dunks et qu'il vienne sauter en défense. Ben, ça lui Alors va que très l'année bien. dernière, dans une équipe française, Mais voilà. Et du côté du Bayern, alors ça s'accroche, ça essaye de faire des choses. Malheureusement, c'est trop court face à une armada comme ça. Mais je tiens quand même à mentionner Augustin Rubit, qui en ce moment est incroyable. Un profil qu'il faut aimer, hein, c'est pas forcément aimé de tout le monde. Mais là, il est très offensif. Une technique dos au panier incroyable. Il se permet de faire des tirs à la Dirk, en reculant Ah sur oui, une il a quand même jambe. trop ouais. Il est incroyable. Ses dernières évals sur les 4-5 derniers matchs, 24, 24, 34, 14 et 26 contre le Fener avec 21 points encore à 9 sur 12 au tir. la Donc il Marcus gâche Sedridge. pas grand-chose. Ouais, voilà, c'est ça. Mais vraiment très intéressant. Donc voilà, le Fener en tout cas assure. Ils se sont fait un peu peur contre le Pana. Je me demande même c'est parti en prolongation. Oui, c'est parti Oui. en prolongation. Oui. Mais en tout cas, ils tiennent le rythme. Ils retrouvent leur effectif quasi complet, voire complet, et se classent pour l'instant donc troisième au classement, mais ils sont à égalité avec l'Olympiakos, le Barça et Monaco à 12 victoires, 7 défaites. Je suis un peu passé rapidement sur le Fener, mais je sais que Dame, on n'avait pas fini sur Valence. On voulait parler de ce match contre l'Anadolu. Ouais, juste avant, juste parce que je l'ai pas la gonfle sur le match. Un gros bisou pour le match de Poditka. Comme j'ai suivi un petit peu là avec l'épisode sur le Pana. Bon petit match de Mathéus et ça m'a fait plaisir. Et dans la team chouchou, parce que je vais faire des rebonds avec l'émission, Goodrich. Je kiffe en sortie de banc, même si au final il finit par 30 minutes de jeu. Je kiffe vraiment ce petit Goodrich en sortie de banc, costaud. Il fait plaisir, il fait juste plaisir comme joueur. C'est peut-être pas un franchise player, mais en tout cas, il a l'âme de. Parfois, faut être un très bon lieutenant. Les poumons et les C'est ça. testicules. C'est ça. C'est exactement ça. Donc voilà, c'était juste ça. Oui, Valence. Valence, on l'a dit, il y a beaucoup d'absents. Et l'Anadolu s'est fait piéger, mais façon. Ça a commencé Dubljevic, Place dans la raquette. Ça prend la petite photo au début du match. Et puis derrière, ils se sont envoyés des brins. Donc c'était plutôt cool. Mais après, c'est l'intensité du match. C'est Valence, voilà. Bisous TJ Parker. Les gars arrivent avec des U18. Lucas Barry qui fait son premier match Euroleague et qui a pas baissé les bras. Alors il était vite en problème de faute, mais grosse intensité de Valence. Et ouais, c'est ça. Est-ce que l'Anadolu s'est fait piéger parce qu'ils ont vu venir l'équipe avec le bus des supporters et ils se sont dit bon, vas-y, on a la cool ce soir? Ou est-ce que vraiment Valence a vraiment trouvé une façon pour bloquer l'Anadolu? En tout cas, c'était assez flagrant. Ils ont rien lâché. Il y a la moindre balle, le moindre centimètre de ballon, il fallait aller le toucher. C'était assez impressionnant à voir. Et alors le trio Puerto, Arostegui et c'était qui le troisième larron qui a perfé, je sais même plus. C'était vraiment flippant à voir jouer en fait. Il y a du Prepelic à 17 déval. C'est ça. C'était vraiment un beau match. C'était vraiment un beau match à suivre. J'avais un peu peur. Je me suis dit, ça va être pareil. Ça va être alors pareil avec l'effectif annoncé. Je me dis, voilà, ça va être un peu à la traîne. L'Anadolu va dormir tranquillou, exploser sur la deuxième partie du match. Et en fait, pas du tout. Ils en ont été incapables. L'Anadolu, de toute façon, ça se sent depuis quelques temps. Ils sont un petit peu sur un rythme de sénateur et attendent un petit peu que ça tombe tout cuit juste sur des exploits individuels. On l'a vu c'était contre l'Asvel, hein, Oui. où ils ont rien prouvé et finalement ils ont accéléré en jouant 5 minutes. Oui. Et là, leur rythme ne leur convient pas du tout. Alors après, je le rappelais, je sais plus dans quelle émission, où l'Anadolu, on sait, là ils sont 8e, mais sur la fin de saison, c'est toujours comme ça. Et puis à la fin, ils soulèvent le trophée. Très chaud. Est-ce que ça va payer cette année?
Va pas falloir jouer trop aux idiots longtemps. Mais Ataman a ce qu'on disait de TJ Parker, c'est que lui a de la personnalité et c'est gérer des groupes. Ouais, puis mais pour le coup, je pense maintenant, qu'il visait la victoire de Barcelone avant tout aussi. Je pense que ça leur tenait, ça devait être le truc qui leur tenait vraiment à cœur sur la semaine, tu vois, la mettre à l'envers. Yazikevicius. Oui. ouais, mais après, le niveau de l'Euroleague est plus important pour moi. Oui, ça c'est Il sûr. faut gagner tous les matchs. Le but, c'est de gagner, hein, de toute façon. Donc, Valence qui débarque sans ces 4 joueurs majeurs, tu tapes Valence. C'est pas, il y a un moment avec l'effectif que tu as, toutes Oui, les éloges oui, que vous oui. avez pu faire sur Misic, sur Clyburn, alors après Larkin il revient de blessure, c'est compliqué, mais Il la prend 20 minutes rotation quand à même. Hein. l'intérieur, Zizic et compagnie, Place et tout, enfin, il y a Mbaye, Bobo et compagnie, ils sont un effectif de ouf. Il y a un moment, faut les prendre Valence, faut taper ça. ouais, tu peux te faire surprendre, mais évidemment, c'est sûr, il faut gagner tous les matchs. C'est Après, juste en regardant les stats, là, Valence, sur le match, on voit la patte Mumbrou et le basket espagnol. Enfin, tu finis à 91 déval, à presque 20 passes décisives et t'envoies du 15 sur 34 à 3 points quand même. C'est ça. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs à 10 points ou plus. Alors après, t'as un effectif court, d'accord. Mais t'as quand même un sacré paquet de joueurs à 10 points ou plus, donc c'est ultra intéressant. L'Asvel, tu peux regarder la feuille de match, c'est pareil aussi. Hein. Je crois que ouais, c'est ça. Prepelic, 11 points, 7 passes. D'accord. Dubljevic 7, Webb 8, Puerto 9, Alexander 9, Prepelic 11, Ferrando 11, Radbo 13 et Arestegui 13. Tu déroules. Avant qu'on finisse sur l'Asvel, pardon, sur Non, Valence. fini Non, mais l'Asvel. mais c'est parce que je suis en train de voir les stats qu'il a fait contre l'Asvel. Mais pareil, il faudra qu'on se pense sur le dossier Xabi Lopez Arostegui, qui est un joueur ultra intéressant qu'on a vu à l'Euro et qui là a bien géré la double semaine 14 et 21 d'éval cette semaine, 12, 13 points, et puis il noircit un peu la feuille de partout. Lui, c'est un joueur je pense qu'on va retrouver rapidement, souvent dans nos discussions, voire même les mercatos d'été, je pense. Messieurs, Lucas, tu voulais rebondir sur un dernier match, sur une dernière affiche? On parlait du Bayern, du coup, qui a perdu face au Fener, mais on peut souligner quand même la très belle victoire qu'ils ont réalisée face à Baskonia. Du coup, ils se sont fait, Baskonia qui a perdu les 2 matchs de la double journée et qui s'est fait prendre un peu à son propre jeu parce qu'ils ont pris une vraie sauce à 3 points sur le premier carton. Alors, j'ai plus le chiffre exact, mais je crois que Munich finit à 8 sur 10, 8 sur 11 à 3 points après 10 8 minutes. sur 10. 8 sur 10, ouais. Donc ça y va, une bonne pluie bien sévère, ce qui du coup change un peu de l'habitude puisque Munich galère un peu offensivement. Il y a des blessés, Lucic n'est pas là, Hobbs n'est pas là, mais voilà, on a des joueurs qui step up. On a un très bon match encore, je crois, de Ruby. On a un bon match de Cassius Winston qui montre sa valeur petit à petit. C'est plutôt sympa. Il y a du bon. On a un peu de Gillespie qui semble trouver ses marques petit à petit. Et en fait, quand tu regardes la feuille de match, tu dis bon bah le premier quart-temps c'est plié, ça va filer tout droit, mais Baskonia revient fort en deuxième quart-temps. Sur le troisième, ils sont encore pas loin. T'as Marcus Howard qui vraiment les porte au maximum possible. Et c'est un match que j'ai bien apprécié me faire en replay. Et voilà, t'as le Bayern qui a quand même réussi à mettre le couvert, je crois, sur le troisième quart-temps. Je regarde 23-16, donc franchement très plaisant. Et une fois de plus, on peut souligner le travail de Trinkieri, qui est un vrai bon meneur d'hommes, puisque tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 joueurs à 5 points ou plus, et tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6 à 11 ou plus. Donc voilà, belle performance collective, avec les absences qu'on leur connaît, face à une équipe qui cavale. Donc voilà, il y avait un beau duel de tacticiens sur le banc, donc c'était sympa à regarder. Et pour être très complet sur donc cette double défaite de Baskonia contre le Partizan, il y a
Enfin, ils ont eu aucun espoir. Trop d'adresses du côté du Partizan qui termine à plus de 50%, que ce soit à 2 ou à 3 points, 103 déval. Il y a eu, voilà, ils les ont tués d'entrée, portés par la salle. Il y a eu aucune chance que Vitoria revienne parce que eux n'ont absolument eu aucune adresse et le Vitoria sans adresse c'est terminé. Pas la folie de Marcus Howard non plus pour leur donner une certaine dynamique. Donc trop compliqué face aux Partisans qui étaient bien à la maison, qui a encore régalé en termes de démonstration L'arroseur arrosé. de beaux matchs et d'arroseurs arrosés, avec un très bon Mathias Le Sort, encore une fois, un très bon match de Papa Petrou. Je pense que c'est même son match référence juste en ressenti parce que je les ai tous vus cette saison, mais un 19 déval de Papa Petrou, ça doit être très rare cette saison. Et puis, parce que c'est un des joueurs que j'aime beaucoup dans cet effectif, Trifunovic, qui fait 15 points journée, match record pour lui, pour un gamin du club. Je crois, messieurs, qu'on a fait le tour à peu près des matchs marquants. Alors, je veux juste préciser, le Zalgiris a gagné ces 2 matchs de fort belle manière, mais je les ai pas vus et je crois qu'aucun de nous a vu les matchs du Zalgiris, donc on peut pas trop se pencher là-dessus, mais en tout cas il faut le souligner, eux aussi ont gagné leurs 2 matchs, ce qui leur permet de rester dans le top 8. Est-ce que on se donne les matchs de la prochaine journée? Quelqu'un les a sous les yeux ou... Je peux les sortir, ouais. Je les ai, sinon c'est comme vous voulez. Allez. Je vous les donne et puis vous balancez, vous réagissez Chrono. sur les affiches. Fenerbahçe Monaco à Istanbul, jeudi, Ça s'annonce plaisir. Déjà, ça va être un must-watch. évidemment. On se chauffe et on donne des pronos ou comment ça Allez, se passe vous me donnez chacun le nom du vainqueur. Si vous êtes même chaud, vous me donnez un petit écart et puis on enchaîne comme ça toutes les affiches de la 20e journée. Donc Fenerbahçe Monaco. Monaco À la 3. Ok, moi, je dis Monaco. à la maison, on retrouve Mike James, Itoudis. Itoudis doit savoir comment faire péter un câble à Mike James. Allez, on se chauffe un peu, plus 9 Fener. Ok, ça marche. Premier game de Monaco peut-être. Bon, c'est pas signé encore, donc attention. Ouf. Maccabi Il Tel s'emballe. Aviv, Berlin. Ah oui, ça, le match en bleu et le match en jaune. Le Maccabi à la maison. Ah, ça te connaît toi les matchs en jaune. Hein. Contre Berlin, qui est dans cette dynamique actuelle. Ils ont lâché contre des gros. Ils sont capables d'en cartonner quelques-uns. Le Maccabi à la maison, je crois que c'est une défaite seulement cette saison, je crois. Alors, Ça va être dur à prendre. Ça va être dur à prendre chez eux, mais. Est-ce que Bonzi Colson va encore faire un match à 41 des balles? Est-ce que Wade Baldwin va arrêter d'envoyer des saucisses à 3 points? Ça non. Allez, Ouais, on va dire Maccabi 8. Berlin d'une très courte tête, un +3, +4. Allez, on y croit. Ok. Je vais faire 0 sur les pronos, mais je m'en fous, je me suis fait kiffer. Virtus Panathinaikos à Bologne. Virtus. Ok. Ils vont en prendre 45 par Dwayne Bacon, mais il y aura personne autour. Dame. Ouais, je sais pas. Après avoir, ouais, non, Virtus. Ok, Pareil, vous arrivez à petit être 4-5. Vous arrivez à être plus ou moins d'accord. Duel ACB entre Baskonia et Barcelone. Baskonia. Ok, Baskonia. C'est pas pour Baskonia, c'est contre Barcelone. J'espère que Marcus Howard sera remis et je vais dire Baskonia aussi. Très bien. Valence Partizan à Valence. Est-ce que l'équipe d'Obradovic peut se faire surprendre à la Fonteta? Je mets le Partizan, ils sont bien trop chauds non, c'est chaud, c'est chaud. Même à l'extérieur, même contre Valence, qui va sûrement être lancé sur 2 belles victoires. Non, bien Partizan pour moi. 10. Ok. Ouais, ils sont en trop bonne forme aussi. Je pense que la double journée peut peut-être se faire ressentir justement sur l'effectif, même si Shannon Evans démarque, j'ai du mal à y voir. Et puis attends, on parle d'une équipe quand même qui a Yam Madar dans son équipe.
Le Ouais, futur puis ils sont Rising à un Star. match de la place 8. Donc, Ouais, ça peut être intéressant pour eux. mais je crois que Valence aussi est pas loin. Ouais, les deux sont. Donc voilà, les deux, la victoire est primordiale. On va peut-être avoir une affiche intéressante. Moi, j'espère surtout un énorme chantier de Mathias Le Sort sur la tête de Dubljevic. Moi, ce Un que je petit retiens, c'est que 15-15. dans ta phrase, ce match peut être important. Depuis quand les matchs du Partizan sont pas importants? Lucas, enfin, s'il te plaît. Bah, depuis que tu parles que d'Yam Madar, moi j'ai arrêté, tu me fatigues à chaque fois. Là, il nous Je envoie te des ferai dire, messages en serbe à 3 heures du matin. Moi je dors à 3 heures du matin. Là. Arrête, hein. je te ferai dire que j'en ai parlé une fois en disant que ça allait être le potentiel meilleur jeune de la saison. Tu as voulu me le caler toute la fin d'émission, hein. Moi, il y a que Ouais. toi qui en parle. Le vendredi, on commencera par Anadolu contre Bayern. Attention, match piège là. Ils sont à la maison quand même, donc Ça fait 2 fois quand même qu'ils prennent là. ouais, moi je dirais bien les Bayern qui se surprennent. Ça peut être sympa, tu vois, encore cette notion de pas d'urgence. Donc, petite- Agustin Rubit sur un petit 20-25 déval. Non, là, même un petit Othello Hunter dans toute l'expérience. Pour faire kiffer Dame. Ok, donc plutôt Anadolu. Zalgiris Vesda, entre une équipe qui joue à la maison et Imprenable. dans un truc, un délire, et Zvezda qui tape à peu près tout le monde en ce moment. Pareil, une affiche qui peut être intéressante. C'est vraiment les places, c'est comme partisan, c'est les places qui valent cher là. On est vraiment sur les places de qualification en playoff. Ah ben il y en a Ouais. une qui veut rentrer dans le top 8, il y en a une qui veut pas en sortir. Je vais dire Kaunas. C'est le thème. Ouais, pareil. Ok. Kaunas, Mais ouais. surtout pour la quantité de viande qu'ils ont à leur fournir sur la tronche, quoi. Moi, j'ai du mal à voir Zvezda apprécier ce qu'ils vont se manger, la bronca lituanienne et les mètres cubes qu'ils ont à fournir. Non, allez. Ok. Peut-être l'affiche de la journée, Olympiakos Real Madrid. Ah, c'est pas Milan, Lasvel que Moi, Je je suis mets le Madrid. Je sens venir un petit coup de côté Olympiakos. Je sais pas. Ça commence à faire beaucoup. Ça a l'air un peu peut-être fatigué par une saison incroyable. Je mets Madrid. Sereine. Ok. Moi, je veux du beau basket et je veux un duel Vezenkov-Moussa pour me faire plaisir. Oh, là, on pourrait avoir la Euh, larme à l'œil sur ce match-là. Oh la vache. C'est au Pirée, donc à voir. Il y a besoin il y a un petit sursaut d'orgueil quand même pour voir de quel bois se chauffe cette équipe-là. Mais je vais dire, ouais, je vais laisser Olympiakos. Je suis pas persuadé par Madrid sur ce coup-là. Ok, ça Et marche. le Et donc, merdico, le, le match des champions entre l'Olympia Milano et l'Asvel en Italie. Est-ce que l'Asvel est capable de le faire? Moi, pour ma décision sur ma fantasy draft, le coach que j'ai pris est pas français. TJ Parker On est aura tout le temps américain. de mal de lui sur les trophées. Ouais, mais pour le coup, ça peut me ramener des points sur une fantasy qui devient catastrophique. Et là, ils vont en prendre 30, ça va me faire moins 30 dans la gueule, je vais être content. Alors, Milan, Asvel. C'était le premier match de la journée la phase aller, il me semble, non? Alors, donnez vos pronos, je vais aller vérifier ça, mais il me Il me semble semble, que non, tu mais as raison. il semble que Lasvel commence à gagner, tout se passe bien, et puis Billy Baron nous C'est enfume, ça, c'était le tout premier match de la saison, 60, 62-69, voilà. avec 22 déval de Monsieur Billy Baron à 18 points. Alors, très franchement, le playbook de Milan, le temps que vous finissez de réfléchir, n'est pas très compliqué. Alors, moi, Balle au je vais poste. contre-jinxer. Je vais contre-jinxer. Je dis victoire de Milan par 45 points d'écart. Et voilà. Dame, qu'est-ce que t'en penses, Ouais, toi? Milan. Milan. Milan pour Damien Avec aussi, Kemba Walker. avec peut-être ou pas Kemba Walker du côté de Milan, Sûrement pas. mais probablement avec du Billy Baron parce que, comme je le disais, il ne cherche que ce type.
Un Messieurs, un bon petit match de TLC. Là, il a mis quoi, 19 points, je crois, sur une des journées. Pourquoi pas? Non? mais alors très franchement, j'en rêve hein, de TLC à un bon niveau parce que pour moi, son arrivée du côté de Milan devait lui permettre d'afficher ce genre de stats-là. Il a fait 16 points, 16 dévals contre Berlin et après il était un peu plus en difficulté contre le Zalgiris avec 4 points seulement. Et ouais, Ettore Messina, je ne sais pas ce qu'il en fait. 31 minutes contre Berlin, 10 minutes contre le Zalgiris. Papy ne sait pas trop où il va. Messieurs, je vous remercie encore une fois de m'avoir accompagné pour cette émission débrief de la double journée J18 et J19 de l'Euroleague. Je vous invite encore à nous suivre, les réseaux sociaux, nos comptes perso, le compte Upset, on est bientôt 1000 abonnés. On est en train de faire un push. On avait dit peut-être mail pour le Final Four. Je pense que d'ici la prochaine victoire de l'Asvel, on peut y être. Dans leur nouvelle salle. Alors, le calendrier. Dans leur Il y a nouvelle moyen, salle, ça sera bien. il y a moyen que le fils LeBron James ait fini sa carrière d'ici là, mais bon, En tout cas, continuez de vous abonner et de nous suivre. Messieurs, je vous dis à très bientôt. ciao.